we have integrated master of electrical engineer. Currently, we are trying to divide the master into cycles. The first cycle a bachelor, and the second cycle a master. But we try to doing that in the next months. Portugal currently have a great capacity installed from wind power, about 5,000 gigawatt power installed, and in Europe we are the second country. We have the most higher rate of power consumer in the country. We are in second place. Behind Denmark, France is in the is not the last. No, this is not the last. Is not the last. Almost the last, but not the last. France is very far away from the targets of the European targets. You can see in this graph. For France, in 2016, this data are from the target from 2020. The European target for France is about 23%, and you can see is very far away. In 2016, the value reached 17%. There are some countries having passed the targets, like Sweden, Finland, Romania, etc. And other countries are very far away the targets. You can see here. That is curious because the countries that are most far away the target are the developing countries. You can see Luxembourg, Netherlands, Belgium. The developing countries are the countries where the target is more far away. But you can understand that because Netherlands, they mainly use natural gas. Yeah. So natural gas is not renewable. And for France, and France a lot of nuclear power plants. It depends, yes. It depends if nuclear is renewable or not. Okay. In the next years, in Portugal, we try to doing a big bet in the solar energy because Portugal have a lot of days, of sunny days along the year. For example, in 2016, 212 days of sunny days. Yeah, and we need to doing a big bet in the solar energy in the next years. Our research are supported by two research centers. I belong, and Joaquim, we belong to the INESC-TEC Research Center. Later is a brief presentation of this research center. And we have in the university another research center basically focused on the environmental and biological science. This is a technical and technological center, and this is environmental and biological science. Well, in the power systems, the main four areas of research are the power quality improvement. This is an area where I have doing my PhD. The power distribution network optimization, the energy efficiency in buildings, and of course the renewable. The four main research areas in our university in electrical engineering and power systems. Well, yeah, that's it. I have a lot of published papers
in that field. Well, the objective, of course, of these partnerships is to participating and join some projects together, and to have some mobility of students and some mobility of teachers, of course. And we try to doing that along Europe. Well, now I pass my word to my colleague. Alors, je vais commencer, je vais essayer de parler français. J'espère que vous soyez capable de me comprendre. Alors, j'ai préparé une petite conférence. Je vais vous montrer seulement ce que je crois que c'est important pour nous pour discuter. Mais je vais en profiter, bien sûr, le moment pour vous présenter l'université, mon université, la région et la ville. Ok? Alors, je commence précisément, on n'est pas si loin que ça, vous voyez. Alors, Villarreal est bien au nord du pays, 100 km de Porto. Alors, on arrive de Porto à Villarreal en 1 heure, c'est suffisant. On prend l'autoroute et 1 heure. On traverse les montagnes et Villarreal, c'est juste là, après les montagnes. C'est ce que veut dire Trás os Montes. Ok? Ça, c'est la ville, c'est une ville de montagne, c'est pas si grand que ça. Il y a comme 40 000 habitants, comme ça, quelque chose, comme 40 000 habitants. Mais, comme vous, on a aussi de la neige. Alors, quelquefois, pas toutes les années, on a sur la montagne, bien sûr. En ville, on a eu, l'année passée, c'était magnifique, mais c'était aussi le chaos. Alors, c'était impossible d'aller en voiture où on voudrait, parce qu'on n'est pas préparé. Ça n'arrive pas tout le temps, alors on n'est pas préparé. Sur l'autoroute, bien sûr, on peut rouler tout le temps, mais sur la ville, on n'est pas préparé. Alors ça, c'est notre campus. Le campus est assez grand, on a plus de 200 hectares en termes de superficie, parce qu'on est dédié à l'agriculture, à la zoologie, à vétérinaire, on dit pas ça, vétérinaire, ok. On est surtout dédié à ça, et on a aussi, bien sûr, une école polytechnique dédiée à l'informatique et tout ce genre de choses. Ça, c'est le campus. On voit nos bâtiments qui sont au milieu des arbres. Je veux profiter pour vous dire qu'on est en même temps en jardin botanique. On a plus de 1000 espèces différentes d'arbres. Ça s'est commencé quand on a créé le campus il y a plus de 40 ans. Et nos collègues qui partaient à l'extérieur, à l'étranger, pour des conférences, des congrès, ils apportaient avec eux une nouvelle espèce d'arbre. Et alors on a beaucoup maintenant. Ça c'est plus possible, comme vous le savez, mais à cette date c'était possible. Alors c'est bien. La région de Douro, la vallée de Douro, où le vin de Porto est produit. Vous voyez, c'est joli, il y a des montagnes bien sûr. Ça c'est la région de Villarreal. Et là maintenant, je vais vous montrer une petite vidéo, ça marche, de l'université. On voit le campus, la nouvelle autoroute, le pont, le grand pont. On a 5 écoles différentes, technologie, vétérinaire, etc.
Ok. Et maintenant, je voudrais faire la même chose, mais pour notre centre de recherche. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de voir. Combien d'étudiants sont Nous sommes, maintenant, nous sommes plus, environ 8000. 8000. C'est une toute petite université, si on compare avec Porto, Lisbonne, ça n'a rien à voir. Mais on est une université complètement différente des autres, c'est vrai. En termes de localisation, en termes de proximité entre les professeurs et les élèves et tout ça. Bon, j'aime bien être là-bas. Alors, je vais mettre un peu de musique. Et maintenant, je présente... Ça, c'est à Porto, le laboratoire. C'est Inestec, c'est le nom. C'est tout ce qu'on fait. Ce centre a débuté aux années 80. C'était aux années 80. On est à plusieurs universités, il y a des Porto, Millau, Place du Monde sur l'université. Pratiquement 1000 chercheurs. Pour faire tourner le labo, on a besoin de centaines de millions chaque année. Alors, on est partout dans le pays, dans l'Europe, et bien sûr, on est associé à d'autres labos, à d'autres universités. Il y en a beaucoup de projets européens, projets nationaux, etc. Et dans ces domaines-là, qui étaient listés juste avant, au Portugal, il y a d'autres laboratoires concurrents ou c'est le laboratoire français? C'est le plus grand au pays, C'est celui-là. C'est le plus grand pays. Il est basé à Porto, c'est curieux parce que, bon, c'est pas curieux parce que l'université de Porto, c'est la plus grande du pays et aussi l'une des plus crédibles. Ça, c'est le bâtiment. Et on fait la fête tout le temps, hein? Ça c'est vrai. Parce qu'on est portugais, alors on arrive à travailler. On n'a pas de l'heure pour travailler, bien sûr, mais... Ok. Elle pas que c'est. Vous avez compris. Ok, maintenant je vais tout droit à ce qui m'intéresse. Alors c'est... Ok, ça c'est pour les élèves, pas pour vous.
Je vais montrer maintenant quelques applications qu'on est en train de faire, moi et mon groupe, on est en train de faire en utilisant des données capturées en utilisant les drones. Ça, c'est une application qu'on a développée dans notre ville, Villarreal, où on a déterminé le potentiel solaire. Qu'est-ce qu'on a fait? On a survolé toute la ville. On a déterminé tout ça, l'orthophoto, des maps des pentes, orientation, etc. Et après, l'Internet fonctionne ici? Ça marche? C'est facile. Mais je ne vais pas me mettre beaucoup de temps là-bas. Comme vous pouvez voir, on a tous les bâtiments de la ville qui sont représentés. Et on a, en utilisant un code de couleur, on a les potentiels solaires. On peut regarder toutes les caractéristiques et les valeurs en appuyant sur ce menu-là, ces boutons-là, et après en cliquant sur des bâtiments spécifiques, etc. etc. Alors c'est sur Internet, on peut l'utiliser, on peut faire des calculs, etc. C'est très intéressant pour nos collègues qui travaillent dans ce domaine. Bon, ça prend du temps, mais c'est pas grave. Ah, ok. Tu pourras nous envoyer des liens éventuellement après? Pas de problème. On a un groupe, c'est un projet du LOCI, mais sur lequel Pas on de travaille problème. aussi, qui s'appelle le cadastre solaire. Donc ce que tu nous présentes, c'est ce que les gens appellent le cadastre solaire, sur le Grand Genève en fait. Nos collègues suisses Ok. faisaient déjà ça dans Genève, et ce qu'on appelle le Grand Genève, en fait, c'est toute la France qui entoure Genève. Et Que c'est évidemment, beaucoup, Genève. c'est beaucoup. Voilà. Il y a vraiment un projet sur ça en ce moment. Ok. C'est intéressant Ok. de voir ce qui a été déjà fait sur votre ville. Alors ça, c'est une autre chose qu'on est en train de faire. On est en train de remplacer la méthode ancienne que la police utilise pour apporter toutes les informations sur des accidents de route. Qu'est-ce qu'ils faisaient jusqu'à maintenant? Ils utilisaient ces moyens manuels pour prendre des mesures, etc., etc. Et maintenant, on est en train d'utiliser des drones, exclusivement des drones. On a 6 groupes de police, un groupe de Porto, Lisbonne, Aveiro, Villarreal, encore dans le nord, Chaves, ils sont 6 au total. Ce sont des projets pilotes autorisés pour le gouvernement, utilisés pour la police et utilisés aussi pour la commission de protection des données, parce que c'est très important. Excusez-moi, mais c'est très emmerdant de les avoir, vous savez. On ne peut rien faire du tout sans demander d'autorisation. Comment ça se passe? Alors, si Internet fonctionne, ça va être facile. Accidente. Je l'ai arrêté, je crois. Ces 6 groupes n'utilisent que ça maintenant. Quels sont les avantages? Ils ne coupent le trafic que pendant 5 minutes. Après 5 minutes, c'est bon, on peut repartir. S'il n'y a pas, bien sûr, de blessés, de morts, etc. Ça, c'est la méthode ancienne. Regardez. Je ne sais pas comment ça fonctionne ici en France, mais ça devrait être nous avons la même chose. C'est un drone commercial. Hein. Ce qu'on a développé, ce sont les applications. Ces groupes ont été avec moi à l'université pendant 1 semaine, pour formation bien sûr, pour piloter les drones, pour manipuler les... Après, ce qu'on fait dans le bureau. On a mis 3D, 3D.
C'est vraiment très précis. Hein. Alors, on a décidé de faire une simulation, une grosse simulation. On a fermé une autoroute et pendant quelques centaines de mètres, on a mis des débris partout et on a couvert toute cette superficie, toute cette zone. Et après, on a bien sûr comparé les deux méthodes. La police, ils ont fait en appliquant la méthode qui sont accoutumés. Ils ont pris comme que 3 heures, on a mis 5 minutes pour faire la même chose. Et après, ils ont eu besoin de 19 heures pour faire toute la représentation sur une carte, le croquis, et on a mis comme que 30 minutes. Alors ça c'est la grande différence. Et en plus, ils n'ont que les lignes, le croquis, et on a tout ça. On peut aller, on peut faire zoom, on peut mesurer, on peut éclairir ce qu'il soit. Alors ça marche assez bien. Ils me disent maintenant, s'il vous plaît, il ne faut pas me retirer les drones, parce qu'on n'utilise plus la méthode ancienne. Alors, on aime bien ça. Ah, et ça, c'est ce qu'on fait, ce que je fais chaque jour, surtout printemps et l'été, en utilisant les drones pour des applications surtout dédiées aux vignes, aux oliviers et aux marronniers. Pourquoi? Parce que l'économie du nord du pays dépend surtout de ces trois espèces, si on peut le dire. Je pense que c'est les châtaigniers dont vous voulez parler. Châtaigniers. Oui, okay. Parce que les marronniers donnent des marrons qui ne sont pas comestibles pour l'humain. Les marrons ne sont pas comestibles? Non, en France. Non, au Portugal, les marrons, on les mange. Non, mais c'est ce qu'on appelle les châtaignes. Châtaignes, c'est vrai. C'est comme le porc et le cochon. Il y a un nom avant et il y a un nom après quand on le mange. Disons que ce qu'on appelle le... C'est une châtaigne. Bon, vous m'avez compris. C'est des châtaigniers. Mais quand on mange, après on appelle ça des marrons. Ok. En fait, ça dépend du nombre de châtaignes dans la botte. S'il n'y en a qu'une, ça s'appelle un marron. C'est d'où l'ambiguïté. Le marron glacé, c'est qu'il n'y a qu'un seul fruit dans la botte. Et on le glace. Okay. Mais l'arbre, le fruit, c'est quand même la châtaigne. Mais je peux te dire que si c'est comme en Grèce, c'est du marron. Parce qu'en Grèce, ah oui, tu veux dire sous forme, comme nous on mange la châtaigne, on mange les marrons, les gros, les très gros. Oui, mais c'est pas ta... c'est pas facile du tout. Marronnier chez nous. Voler ici parce que c'est pas comme chez vous, on a beaucoup de terrains libres où on peut atterrisser les drones. Ceux-là, parce qu'ils ont des ailes, ils atterrissent comme des avions, des vrais avions. Alors c'est vraiment compliqué, parfois je dois l'attraper comme ça. Vous voyez? Oui, on vole. Alors c'est pas facile du tout. Mais on se débrouille. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Des choses comme ça. On a quelques partenaires, des compagnies qui sont vraiment grandes au vent de Porto. Et on a des collaborations avec eux parce qu'on utilise nos données pour leur dire ce qu'ils doivent faire en termes d'eau, nécessité d'eau, en termes de la date précise qu'ils doivent récolter ces fruits. Parce qu'on a comparé, ok, ici, dans cette zone, vous allez appliquer ce que vous êtes en train de faire pendant toute la vie, et ici, on va vous dire exactement ce que faire. Ok? Quel est le jour que vous devrez pulvériser, quel est le jour que vous devrez ministrer de l'eau, parce que, ok, ici c'est très sec, c'est la montagne mais c'est très sec,
à l'été surtout. Les températures sont au-dessus de 40 degrés. C'est vraiment, si on va là-bas, on dit c'est impossible d'avoir des vignes ici. Mais non, ça fonctionne. Mais il faut les donner quelques d'eau, mais pas beaucoup d'eau. Okay? Alors, on leur dit exactement combien d'eau, exactement le jour de récolte. On peut dire, ici, dans cette zone, vous devez récolter cette semaine, mais là, seulement la semaine prochaine. Et ça fonctionne parce qu'on a comparé le degré d'alcool du vin, aussi la qualité et aussi la production. Et ça marche bien. Le problème ici, comme je dis toujours, c'est que ce genre de partenaires, ils ne veulent pas partager les données. Alors, je ne peux pas publier, je ne peux que montrer quelques photos, quelques images, et rien que ça. C'est top secret. Ah, j'ai une information pour les marrons. Peut-être des marrons, le marron comestible est issu d'une variété de châtaignier greffé, et n'a effectivement qu'un fruit. Ça reste des châtaignes. Voilà. Donc si c'est la culture à grande échelle, ça... Ouais, oui, mais on appelle ça marron. Non, parce que le marronnier, c'est un arbre qu'on utilise chez nous pour décorer, quoi. Non, ça, c'est le marronnier d'Inde. C'est le marronnier d'Inde. D'Inde, voilà, marronnier d'Inde. Ah oui, le gros. Là, ça passe comestible. Et ce qui est drôle, c'est peut-être bien des marrons qui sont les trucs de voilà. Alors, j'avais raison. Ok. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bon, ce sont des gens de... C'est important, hein. De l'intérêt du latin. Hein. Les noms latins des espèces étaient tranquilles. Non, parce qu'en portugais, on appelle castanha. Ah bah. Castagne, châtaigne. Et castagne, la couleur, on le dit aussi, marron, on dit castagne. Alors, c'est la même chose. Nous aussi, on dit châtain, C'est la même chose. Ah oui, d'ailleurs, on n'est pas d'accord sur le C'est châtain. pourquoi l'origine, ça devrait être la même. Ok, c'est tout dédié aux vignes. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut localiser, on peut passer les données automatiquement pour la machinerie, pour le tracteur, etc. Ils savent exactement ce que faire à chaque endroit. C'est quoi l'avantage des drones par rapport aux satellites? Ah, l'échelle. L'échelle, parce qu'on a là une résolution de 5 cm ou encore mieux. Ça dépend de l'auteur de vol. Parce que si on vole à 100 mètres, on peut avoir des résolutions de 3 cm, mais on peut voler encore plus bas. On peut avoir des résolutions de quelques millimètres. Ça fait toute la différence. Et aussi, dans les méthodes qu'on utilise, parce que c'est totalement différent, le traitement d'image satellite avec résolution avec 10 mètres, 30 mètres, etc. Ou alors avoir des résolutions de 3 cm, ou dans une toute petite zone, il y a beaucoup de choses que c'est mixte, quoi. Vous savez? Et d'ailleurs, du coup, vous dégradez plutôt ou est-ce que vous êtes obligé de dégrader ou est-ce que vous exploitez vraiment toute la précision? C'est une excellente question. Parfois, on est obligé de dégrader parce qu'on veut utiliser d'autres données. Et si on veut les comparer, bien sûr, on devrait les dégrader pour comparer la même chose. D'autres fois, non, on utilise comme ça. Et on intègre aussi des données qu'on a des capteurs de terrain. Parce qu'on a beaucoup de capteurs qui sont au terrain, d'humidité, de température, de tout ça. Et on peut intégrer tout. Combien vous avez de bandes spectrales sur vos images là? Ça dépend. Ici, on n'a que 5. On utilise le RGB. Alors, le rouge, le vert et le bleu. On utilise aussi Red Edge. C'est avant l'infrarouge. C'est exactement où les plantes commencent à répondre. Vous savez? Et après, on utilise aussi infrarouge. Ici, c'est 5 bandes. Mais on a l'autre capteur, on utilise 300 bandes. Alors, ça, c'est difficile, bien sûr. C'est pourquoi on a besoin de machine learning. Autrement, on n'arriverait jamais à... Visuellement, on ne peut pas. Et même, en termes de ressources informatiques, ce n'est pas du tout facile. On a des grosses machines, on a une capacité pas mal, mais on a aussi besoin avant de commencer, essayer de voir, de constater quelles sont les bandes vraiment qui emportent. Et qu'est-ce qu'on fait? Machine learning. Ok? Voilà. Quelles sont les bandes où les réponses sont vraiment différentes? Et on devra regarder. Et au lieu de regarder 300, on ne regarde que 20 ou 30. C'est complètement différent. C'est ce qu'on est en train de faire.
c'est un peu pareil. Ça, c'est ce qu'on fait. On utilise machine learning pour identifier immédiatement sur des images où sont les vignes, où sont les, je peux dire, marronniers maintenant, où sont les marronniers, les oliviers, etc. Classification automatique, etc. etc. C'est pas la même chose. Ici, on a développé des méthodes pour automatiquement distinguer où sont les... Je crois qu'on dit aussi bardes, non? Ici. Dans les vignes, les lignes, on ne l'appelle pas les bardes. Les rangs. Les rangs? Ok, je crois qu'il existe aussi. Allez, vérifiez s'il y a des bardes, parce que Nicolas, en portugais, on dit barde, en français, on devra dire barde. On va faire du français, moi. Oui. Allez, cherche barde ici. Ah, S'il existe ou pas. C'est un nom d'une famille. Ah, c'est le nom de famille. Bah, on oublie. Mais C'est je sur vais les, peut-être trouver d'ici là. c'est sur les lignes. Ah, ici, c'est notre campus, parce qu'on a aussi des vignes dedans. Alors, on a le labo, qu'on peut aller juste dehors et on peut voter et faire tout ça. Automatiquement, bien sûr, on peut. Ça, c'est ce qu'on a développé, notre algorithme. Et ça, c'est ce qu'on peut faire automatiquement. On peut croiser. Ça, c'est parce qu'on utilise ça, des indices de végétation, et on le croise avec le terrain. Le terrain, qui ici, ce sont les bardes, comme je l'appelle, ok? Les lignes où on a les vignes. Et après, on peut faire des choses comme ça. Exactement où on a les bardes. On peut comparer les séries temporales. On peut voir si, au fur des temps, on a des problèmes. S'il se développe, s'il y a des problèmes, il faut agir, mettre plus de l'eau, ou quoi que ce soit. Ça, c'est ce qu'on fait au marronnier. Ok? La même chose. Qu'est-ce qu'on fait? Au nord du pays, on a beaucoup de superficie qui est occupée exclusivement par ça. Et alors, on a beaucoup de familles qui dépendent exclusivement de ça. Qu'est-ce qu'ils font actuellement? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes, des maladies, etc., qui affectent ce genre de plantes. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Mes collègues de l'université, ils vont au terrain, ils analysent quelques arbres, et après, c'est comme ça. Ok, si ces arbres sont représentatifs du reste, on devrait estimer que c'est comme ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire, toutes les années, on vole 2 fois. Il y a des dates spécifiques qu'on doit voler. C'est en juillet et en octobre. Voilà. Et après, on compare automatiquement les séries temporelles. On peut voir choses comme ça. On peut détecter individuellement chaque arbre. S'ils sont connectés comme ça, l'algorithme va les séparer, pas de problème, va les séparer. On a un ID unique pour chaque arbre. Alors, on peut les identifier au fur du temps, et on peut comparer, est-ce qu'il y a un problème dans cet arbre? Le problème, c'est dans la région, c'est où? On peut voir des choses comme ça. Regardez, ici, d'une année à l'autre année, cet arbre est mort, est disparu. On l'identifie immédiatement. On peut comparer, et on voit, regardez ici, il y a des problèmes. Le rouge, il y a des problèmes. Le vert et le vert. Le bleu, ce sont des zones où les arbres se sont développés. Et on peut extraire bien sûr des rapports où on sait exactement la superficie qui est occupée par les arbres, etc. Et après, on peut faire beaucoup d'autres choses avec les drones, comme inspectionner les lignes électriques, les cheminées industrielles, c'est aussi un problème. L'intérieur, je veux dire, on peut envoyer un drone facilement et le faire. Ça, c'est le topic de mon collègue. On le fait aussi, et bien sûr pour inspection de bâtiments. On a beaucoup d'applications en utilisant surtout thermographie. On a des capteurs thermiques, alors c'est pour regarder l'efficience thermique, etc. Et là, je voudrais vous montrer aussi Jacques Funès. Je voudrais vous montrer aussi. Où est-ce qu'elle est?
Ça, c'est ce qu'on fait aussi. Alors, moi et mes collègues s'appellent Raoul et Emmanuel, comme... Emmanuel, ce sont mes collègues. On est en train de faire beaucoup d'applications. Ici, on voit un drone. Hein. C'est un drone de course. On est en train d'organiser une course cet été dans la vallée de Douro. Et on devrait... La course sera entre les bardes, comme je l'appelle, à plus de 100 km/h. 100 km/h. Alors, et on devra faire aussi de la science. Je veux dire, on devra utiliser des capteurs pour se guider, bien sûr, et pour récolter des données. Et après, je veux faire exactement le 3D de ce qu'on voit. Ça, c'est le défi. Si vous voulez participer, alors je vous enverrai quelque chose. Vous avez des drones ici, un groupe de drones, non? Non, vous n'en avez pas? Oui, si. Oui, des drones pour les enseignements. Seulement pour les enseignements. Alors, tu vas te mettre à faire des courses. On a à peu près une centaine. Moi, je trouve ça trop intéressant. C'est très drôle. Ouais. Ce sont des genres de capteurs qu'on a installés au terrain, beaucoup de choses. Tout ça, c'est développé par nous. Bien sûr, on achète les composants et on les intègre tous. OK? Chose comme ça. Et bien sûr, comme vous pouvez vous imaginer, la quantité de données, c'est immense. Alors, comment les intégrer et traiter? Je vais vous montrer comment on fait. Les composants qu'on est en train de développer. Ça, regardez, ça, c'est une organisation du gouvernement. Et on est en train, sur notre plateforme, que je vais vous la montrer, on est en train de gérer l'information de toute cette station météorologique. On la reçoit et en temps réel, on peut consulter. Tout le monde peut consulter. Okay, c'est nous qui faisons ça. On a beaucoup d'applications sur les câbles, bien sûr. Et ça, c'est notre application. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a développé une plateforme qui, basiquement, est prête à recevoir toutes les données en temps réel. Elle reçoit tout, intègre tout. Et on peut aussi, bien sûr, mettre des images satellites, des images de drones, etc. L'objectif final, c'est, ça marche déjà, l'objectif final, c'est qu'on puisse se registrer. On est producteur de vent. On a une zone, une superficie, et on veut assurer qu'on a toutes les données pour des actions quand on a besoin. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne voit que notre terrain, bien sûr. Ils peuvent commander, je veux ce service, je veux savoir exactement quand mettre de l'eau, quand pulvériser ou quand faire la récolte. Alors, on fait tout. Comment est-ce qu'on dit ici? La clé dans la main, exactement? On dit la même chose? Clé en main, exactement. Charnement en portugais. Ok? Tu vas commander ce service, alors on le fait. Tu ne t'occupes de rien. On met tous les capteurs que vous avez besoin. Vous ne payez plus rien pour ça. On fait les vols qu'on a besoin. On utilise les données qu'on a besoin. Et après, tout ce qu'il a à faire, c'est d'entrer dans ce service et d'imprimer ou d'exporter les données, le mettre dans le tracteur, etc., etc. De faire tout ça automatiquement. On a aussi un service, ça je l'aime bien, parce qu'on peut utiliser notre portable, notre téléphone portable. On a un problème, on ne connaît pas le problème sur notre vigne. Alors, on prend une photo, on la charge immédiatement en temps réel, si on veut, sur la plateforme, et en utilisant machine learning, parce qu'on a beaucoup d'images avec les maladies, tout ce qu'on s'est aperçu au fur des années. Et la machine, si la machine peut distinguer au-delà de, on peut dire, 90%, c'est certain 90% que c'est une maladie X, alors on voit immédiatement un SMS à l'agriculteur et dit c'est cette maladie. S'il ne sait pas ce que c'est 50%, 60% certaines, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie immédiatement 3 SMS à 3 chercheurs différents, spécialistes, okay, qui collaborent avec nous. Ils vont dire, il va être ça, ou ça, ou ça. S'ils sont tous d'accord, ok, la machine va apprendre à nouveau, il va informer l'agriculteur de ce que c'est.
C'est comment ça fonctionne. Je vais vous dire qu'il y a une entreprise américaine qui va acheter la plateforme, mais on a décidé de ne pas vendre. Okay? Elle va être utilisée dans un projet européen, H2020, maintenant. Alors, on a décidé qu'elle a un potentiel énorme et on peut l'appliquer partout où on veut. Et vous dites le service il est gratuit aujourd'hui pour le viticulteur? Aujourd'hui, oui, pour nos partenaires, parce qu'on voudrait valider le concept, tout ça, ok, pour eux, oui, mais pour les autres, non. Et qui finance toutes ces installations, les capteurs Notre créativité, je veux dire. Non, c'est vrai, parce qu'au Portugal, je ne sais pas comment ça fonctionne ici, mais si on veut avoir de l'argent au Portugal, on devra avoir des projets. Alors, à ce moment, moi, je pilote 4 ou 5 projets différents. Ils ont comme que 6 ou 7 millions d'euros. Mes collègues, que je vous ai montré, ils pilotent d'autres projets. Et alors, on utilise l'argent des projets pour acheter les capteurs. Bien sûr, cette information va être utilisée dans les projets, mais au fur des ans, on a réussi à monter toute cette plateforme. Oui. C'est comment on fait. Oui, mais l'argent, il vient de quelque part, quoi. Bien sûr. Soit il vient des entreprises privées, soit il vient du gouvernement, soit il vient de l'Europe. Voilà. On est en train de comment est-ce qu'on dit en français, d'appliquer, alors de candidater. De candidater, c'est le nom portugais, de candidater à tout ce qui existe en termes de financement. Et maintenant, je vous dis, au début, c'était très difficile, dans mon cas, parce que j'étais un jeune doctorat, c'était très difficile d'avoir des financements. Maintenant, pratiquement, ok, je me candidate et après je dis, s'il vous plaît, non, je veux pas maintenant de cette monnaie parce qu'on a tellement de projets maintenant que c'est difficile de piloter tout. Tous, bien sûr, on a beaucoup des étudiants qui font son doctorat, master, etc., qui travaillent avec nous. Et c'est comme ça qu'on arrive à monter quelque chose comme ça. Pareil. Ok? Et voilà, c'est ce qu'on fait. Ah, on a aussi ça. On a développé ça. Des robots pour les vignes. On a beaucoup de robots. Vous savez, pour autoguidance, pour cartographier toute l'air, etc. On envoie aux tracteurs, ils ont aussi un système de navigation, alors c'est facile de savoir où mettre quoi, etc. C'est tout ce qu'on fait. Celui-là n'existe pas encore, mais on va le construire avec un projet. Voilà. C'est moi, nos capteurs, nos drones. Celui-là est assez grand, il y a comme 2 mètres d'aile, ok. Mais bien sûr, on ne peut pas voler avec lui au Douro, parce qu'on n'arrive pas à atterrir ce drone. On peut l'atterrir, mais il sera cassé, évidemment. Et alors, ça coûte, chaque drone, comme celui-là, ça coûte plus de 30 000 euros. Celui-là, 30 000. Les petits, bien sûr, on peut les avoir 1 500 euros, 2 000 euros. Celui-là, 30 000. Celui-là, équipé avec le capteur hyperspectral, ici, on a 150 000 euros. Vous voyez? Alors, à chaque fois qu'il vole, moi, je suis le capteur. L'atterrissage? Non, l'atterrissage, il n'y a pas de problème. Je le fais manuellement. Je peux faire le contrôler moi-même. Mais, bien sûr, quand il commence à voler, je le mets en mode automatique. C'est plus stable, c'est plus fiable. On est sûr qu'on a les images qu'il faut, etc. Ça, c'est le capteur. Il y en a 270, excusez-moi, les 70, parce que j'ai vécu en Suisse, alors c'est pourquoi. 70 bandes. Et oui. Il y a comme ça. Tout petit. C'est pourquoi il est cher. Ça, c'est le produit qu'on peut faire, etc. Ici, c'est thermal, c'est la température. Et un produit qu'on a, on fait des vols immédiatement, on peut vous dire combien de plantes vous avez. Nos algorithmes sont prêts à vous détecter chaque comment dire, plante de vigne, on appelle comment? Pied de plant, ok. Ok, portugais on dit pé de pied, de videira, ok.
sur des applications, etc. Machine learning, ce qu'on fait. Ah, celui-là aussi, c'est chouette parce qu'on a développé une application aussi pour le gouvernement parce que jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ils sont déjà vieux, les experts, qui vont au terrain et qui sont capables de vous dire, OK, la variété de cette plante, c'est variété A ou B ou C. Mais c'est très difficile parce qu'on a des centaines de variétés différentes. Et quand je le regarde, c'est exactement la même chose. Alors, où on a un expert, et même eux, certaines fois, ils n'arrivent pas à distinguer. Qu'est-ce qu'on a? On a des milliers de feuilles comme ça, qui ont été analysées par eux, qui sont certaines, on sait ce que c'est. Feuilles avec 1 mois de gestation, 2 mois, 3 mois, vieilles, secs, etc. Et notre application est capable de dire, avec une précision supérieure à 95%, quelle est la variété. On peut faire. Pour le mobile, quelle est la variété? C'est celle-là. OK? Parce que là, c'est hyperspectral. Si c'est téléphone portable, c'est... Non, ça, c'est hyperspectral, c'est vrai, mais on utilise le mobile. On peut le faire. Comment ça dit? Ouais, c'est ça. Et vous utilisez quelle caractéristique? La forme de la feuille ou le... Beaucoup. On a essayé la forme, pour être plus facile, mais seulement la forme, c'est pas possible. On utilise dizaines de caractéristiques, features. On a un collègue qui travaille sur une application un peu similaire, et lui, au contraire, il utilise essentiellement la forme. Avec les feuilles, j'ai des doutes, parce qu'on a des feuilles. Non, on a fait ça, mais on est arrivé à des textes comme que 75%, quelque chose comme ça. Alors en utilisant d'autres caractéristiques, on arrive à 95%, quelque chose comme ça. Et ça n'a pas été cher du tout. Ils nous ont payé comme que 15 000 €. On a développé ça. Je considère pas cher. Pourquoi? Parce qu'on a déjà les méthodes développées, on a juste intégré pour une application spécifique. Voilà. Quelque chose qu'on fait. Ça, oui, c'est hyperspectral. Apparemment, bien sûr, ici, c'est uniquement la combinaison RGB, pour qu'on puisse le voir, mais ce qu'on fait, c'est traitement du signal. C'est ce qu'on fait. Okay? Et voilà, c'est tout ce que j'avais. Je crois que je suis dans l'heure. Okay. Merci.